Merci de rester fidèle au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu. Vous le savez, l'actualité, c'est le brûlot, le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Justement, avec ce livre, donc, nous allons un peu faire connaissance avec le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, qui est ancien haut commandant en second de la gendarmerie. Il était jusqu'ici aussi attaché militaire à Rome. D'ailleurs, il vient d'être rappelé à Dakar par les autorités sénégalaises. Justement, à propos de ce livre qui s'intitule « Pour l'honneur de la gendarmerie nationale », nous allons prendre prétexte de ce livre pour quand même aborder une question épineuse qui concerne la crise casamançaise qui va occuper peut-être l'essentiel de notre débat aujourd'hui sur ce plateau de Enjeu. Et pour en débattre, je reçois Maître Ousmane Seye qui est avocat, Maître Ousmane Seye qui est aussi président du Front républicain et coordonnateur d'une nouvelle coalition qui s'appelle Coalition pour l'émergence. Nous recevons également le colonel Malick Cissé. Le colonel Malick Cissé est donc le président du parti Sunu PSDS. Et également sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Babacar Diamé de l'APR, qui est député et maire de Foundiougne et aussi président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. D'abord, Maître Seye, bonsoir. Bonsoir Amadou. Je commencerai par vous. Peut-être que le colonel, il est là. Par parallélisme de forme, on pouvait commencer par lui pour parler du livre de son Je crois qu'il fallait commencer par le homologue colonel. Mais on va un peu donc tordre à cette règle pour vous donner la parole. Et d'abord sur la forme. Sur la forme, comment est-ce que vous appréciez l'opportunité de la part de M. Aziz Ndao, du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, de sortir un livre sur des révélations sur la gendarmerie? Oui, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs d'Africa 7, saluer vos autres invités que sont M. Babacar Diamé, l'honorable député, qui est aussi mon maire. Je rappelle que je suis natif de Foundiougne. J'ai été aussi son avocat, donc on se connaît assez bien. Et je salue aussi le colonel Malick Cissé, avec qui je partage la coalition pour l'émergence. Amadou, votre question, je crois qu'il fallait la poser au général. Je vous la pose quand même. C'est lui seul qui sait, qui peut juger de l'opportunité de publier son livre. Tout ce que je sais, c'est qu'il a choisi de publier son livre au moment où il est en fonction en tant que militaire. Cela veut dire qu'il a décidé de publier son livre en toute connaissance de cause, sachant parfaitement les obstacles disciplinaires qui s'adressaient devant lui. À 4 mois de la retraite. À 4 mois de la retraite, peut-être il va vous expliquer pourquoi. Mais ce que je sais, que c'est le colonel, en publiant son livre, savait parfaitement qu'il était tenu à la réserve. Il en a fait fi. Savait parfaitement qu'il allait lever le secret défense. Dans certains cas, il en a fait fi. Et cela veut dire qu'il poursuivait un objectif fort, très fort. Et je crois que ce qui intéressait le colonel, ce n'était pas sa situation personnelle, lui. Ce ne sont pas les sanctions qu'il encourt parce qu'il le sait mieux que n'importe qui. Il savait qu'il encourait des sanctions sur le plan disciplinaire. Mais ce qui l'intéressait, ce sont les révélations qu'il a faites dans son livre. Alors, pourquoi il n'a pas fait ces révélations bien avant? Il faut poser la question au colonel. Oui. C'est lui qui sait pourquoi. Il est resté longtemps parce que les faits qu'il a révélés ne datent pas d'aujourd'hui. Bien sûr. Datent de plusieurs années parfois. J'ai même entendu quelqu'un dire on ne peut pas ouvrir une information judiciaire sur ces faits parce que ces faits seraient prescrits. C'est faux. Ces faits ne sont pas prescrits parce que vous savez qu'en droit, la prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait. Le seul fait que le colonel était tenu à la réserve et qu'il ait décidé à un certain moment donné de se délier de cette réserve fait que ces faits, effectivement, peuvent être poursuivis et ne sont pas atteints par la prescription. Ce sont des faits nouveaux. Ce ne sont même pas des faits nouveaux, mais l'obstacle qui faisait que le colonel ne pouvait pas
les révéler, le colonel a choisi, lui, volontairement de lever cet obstacle. Très bien. La prescription ne court que du moment où le colonel a levé cet obstacle. Quitte à être sanctionné, à encourir des sanctions. Sur le plan judiciaire, poursuivre certains Bien faits. sûr. Mais ce qui m'intéresse, moi, je crois que c'est ce qui intéresse le colonel en publiant son livre, ce sont les révélations qui ont été faites. Et malheureusement, on semble faire impasse sur ces révélations, nous y reviendrons. Oui, monsieur le colonel Malick Cissé, pensez-vous qu'il était opportun de sortir en ce moment précis ce livre? Merci, et comme l'a si bien dit mon frère et ami Metsey, je profite de cette opportunité pour saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs, ainsi que mes deux frères, à leurs grades et qualités. Alors, vous savez, un livre, il faut y réfléchir, il faut l'écrire, il faut l'éditer, il faut le publier. D'habitude, à ce que je pense, on faisait ses mémoires après sa retraite, après sa sortie de ses activités principales. Alors, c'est étonnant qu'à quelques mois de cette date de non-asservissement, qu'un officier puisse faire un acte pareil. Comment l'interprétez-vous alors? Moi, je l'interprète comme un suicide. Ah oui? Oui. On peut se suicider de plusieurs manières. Mais il faut un mobile, il faut un motif. Voilà le mobile. Le mobile, c'est parce que, bon, on ne m'a pas écouté, j'ai tout fait pour qu'on soit entendu. C'est le moment de taper sur la table. Parce qu'étant à la retraite, certainement, il ne serait pas aussi entendu et écouté que s'il a fait son affaire à 4 mois de sa retraite. Il tue les autres et il se suicide. Ah oui, en tout cas, non, pas, il se suicide. Bon, il tue les autres, je ne crois pas qu'il a pu tuer les autres. Ah oui? Ouais, non, ça, comme l'a si bien dit Maître, il faudrait qu'on aille au fond pour voir ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. D'accord. Monsieur le maire, comment appréciez-vous cette opportunité donc, de l'apparition du livre du colonel Aziz Ndao? Merci beaucoup Amadou. Donc, à mon tour de saluer mon frère Metsey, que je connais très bien, qui est donc pas mon militant, mais mon citoyen, en tant que natif de Founioune. Et donc Maître Malick Cissé, et donc tous les téléspectateurs, le colonel Malick Cissé. En fait, nous avons été tous surpris d'avoir cet événement dans la scène nationale et internationale pour un officier de la trempe du colonel. Vous savez, la publication d'un livre obéit à plusieurs règles. D'abord, on peut faire un livre pour relater sa vie en tant qu'ancien militaire, en tant que militaire. En tant qu'officier, il sait bien qu'il est tenu au droit de réserve. Il y a des secrets de défense, il y a aussi ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais toute liberté d'expression a des limites. Et je pense qu'il a choisi ce moment pour publier ce livre. Il a probablement ses raisons que personne aujourd'hui ne peut dire. Il n'y a que lui qui pourrait vous le dire. La question que je me pose, c'est que avant de publier son livre, avant même de l'éditer, est-ce qu'il a fait appel à des conseillers? Ah oui? Parce que vous savez, moi, avant de sortir un livre, je m'adresse d'abord à un cercle d'amis pour en fait échanger sur ce que je dois faire sur mon livre, sur les difficultés, sur... Vous pensez qu'on aurait pu l'en dissuader? Non, je pense que si peut-être il avait fait appel à des techniciens, à des amis, il aurait pu échanger avec ces gens. Peut-être que l'orientation du livre aurait pris donc une autre forme. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que il a un objectif. Sera-t-il atteint, oui ou non? Ce qu'il a révélé, je pense qu'aujourd'hui, les autorités vont pousser la réflexion. Des échanges vont être faits pour voir un peu quelle est la nature de ce qu'il a révélé, quelles sont donc les conséquences. Et à mon avis, les gens visés, à un moment donné, se prononceront aussi. Bien sûr. Voilà. L'opportunité de la sortie du livre à 4 mois de sa retraite, il est le seul aujourd'hui habilité à le faire. En tout cas, moi,
La seule question que je me pose, c'est qu'en fait, en tant qu'autorité militaire, a-t-il pu faire le livre sans l'avis préalable donc, de ses amis ou de conseillers techniques? Voilà. Voilà. Alors, merci. Le colonel l'a dit tout à l'heure, il a parlé de suicide. Est-ce que vous pensez donc que l'acte posé par le colonel Aziz Ndao, c'est un acte qui peut être considéré comme un règlement de compte ou bien un acte de patriotisme? Je ne suis pas d'accord pour employer le mot suicide. Ouais. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je considère que le colonel Abdoul Aziz Ndao est lucide, très serein, et on l'a dépeint comme quelqu'un quand même d'honnête. On a même parlé de Robin des Bois, c'est-à-dire un presque justicier. Et quand on sait que les faits qu'il a dénoncés, ce n'est pas la première fois qu'il a dénoncé ces faits dans son livre. Il a saisi ses supérieurs avant d'écrire son livre. À l'époque même, il avait écrit à Wad. Il s'est adressé au président de la République, il s'est adressé à ses supérieurs et il a dénoncé des faits graves. C'est des faits délictuels et criminels. Il a dénoncé des faits qui constituent des délits de corruption, de détournement de deniers publics et même de meurtre. Étant commandant en chef de la gendarmerie, on ne lui a jamais tendu une oreille attentive. On n'a jamais donné suite à ces dénonciations qu'il a faites conformément à la légalité. Parce que là, il faut faire la différence entre la légalité et la légitimité. Comme il n'a pas eu une oreille attentive de la part de ses supérieurs et des autorités sénégalaises, de la démarche il a franchi le Rubicon pour parler maintenant aux Sénégalais directement. D'une manière qu'il considère légitime. Parce qu'il s'est adressé à l'opinion publique pour dénoncer des faits. Et je considère, et je le dis toujours, hein, il n'a pas dénoncé la gendarmerie en tant que corps. Il a dénoncé des gendarmes de haut rang qui sont en fonction. Il a eu le courage de les nommer dans son livre. Donc, je crois qu'il ne s'est pas suicidé. Lui-même, dans son livre, il a écrit qu'il est en train de faire une œuvre pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt du corps d'honneur que constitue la gendarmerie. Et le livre est intitulé pour l'honneur de la gendarmerie. Parce qu'il considère que dans ce corps, il y a de grandes personnalités qui ont eu la confiance du chef de l'État, qui ont une mission d'intérêt général, qui sont en train de faire des choses qui ne vont pas dans l'intérêt général. Mais justement, il a ciblé donc le général Abdoulaye Fall, qu'il a plusieurs fois cité dans son livre, qu'il a plusieurs fois donc accusé. Est-ce que ce ciblage n'est pas un petit peu douteux? Je ne crois pas qu'il ait ciblé seulement le général Fall. Il a ciblé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Peut-être que c'est parce que le général Fall, c'était le général au commandant de la gendarmerie militaire et de la justice militaire. Ça attire l'attention et il l'a ciblé. Il a ciblé même des gendarmes. Il a ciblé des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie. En tout cas, moi, j'ai dit qu'il a ciblé des faits. Des faits qui constituent des délits et des crimes. Et je crois qu'il ne faut pas faire l'impasse sur ces révélations. Ce qu'attend l'opinion de notre État, certainement, peut-être que c'est d'initier cette procédure pénale contre le colonel. Mais l'opinion resterait sur sa fait si l'État s'arrêterait simplement à déclencher une procédure disciplinaire contre le colonel. Oui, maître, on reviendra sur ça, sur l'attitude donc des autorités sénégalaises. Mais mon colonel, par rapport donc à ce ciblage donc qui concerne le général Abdoulaye Fall dans le livre. En tout cas, ce que je peux ajouter, c'est que noir c'est noir, on est dans le noir. Ouais. Parce qu'on occulte un peu la fonction de l'officier. Un officier. Ce n'est pas l'important. Un civil l'aurait fait, ça ne porterait pas cette importance-là. Les gens n'allaient pas en parler. Mais c'est parce que d'abord, il est militaire, il est gradé, il est officier. Ça représente beaucoup de choses ensemble. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire ou de dire, écrire, ou bien d'une autre manière. Donc vous n'êtes pas d'accord pour la publication de ce livre? Non, moi, je ne parle pas de publication, de l'édition de ce livre d'abord. Oui. Pendant qu'il est en exercice, ce n'est pas normal.
C'est interdit par les règlements, les lois et règlements. Quand je dis suicide, il est conscient de ce qui va lui arriver et pourtant il l'a fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un parfum de vengeance, d'autant plus que peut-être qu'il rêvait d'être général, il ne l'a jamais été, il a été viré en 2007, alors que voilà, donc suite à une révélation, hein, la lettre qu'il avait donc écrite au président Abdoulaye Wade, il n'y a pas eu de suite, au contraire, il a été donc viré de son poste de haut commandant en second de la gendarmerie. Donc est-ce qu'il n'y a pas une frustration, un brin de frustration dans ces écrits? Je reviens pour vous dire que c'est un officier qui doit endurer. Un officier, il est fait pour endurer. Vous savez, le petit pistolet qu'on porte là, l'officier, ce n'est pas pour tirer sur les gens. C'est pour se tirer dessus quand ça ne va pas. Ah oui? Ah oui. Mais, si vous le dites, vous êtes ancien militaire. Mais c'est ça. Alors donc, à partir de ce niveau-là, d'un ancien militaire aussi, monsieur le maire. À partir de là, qu'un officier brimé, qui a des problèmes avec des gens, qui va raconter des histoires dans un bouquin, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas lui trouver des excuses. Il n'a pas le droit de le faire et il n'avait pas le droit de le faire. C'est ça le problème. On ne parle pas du fond, on parle sur la forme. Bien sûr, ouais. Actuellement. Mais le fond, c'est un autre débat. Actuellement, on dit qu'il n'avait pas le droit d'écrire, de publier et de publier. D'accord. Monsieur le maire, est-ce que vous pensez qu'il y a un parfum de vengeance dans ces écrits? Bon, vous savez, dans toutes les professions, il y a des règles. Il y a des règles d'éthique qui existent, qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce livre n'est pas encore disponible. Donc moi, je peux pas vous dire, voilà ce qui est dans ce livre exactement. Nous recevons des communications de part et d'autre. Il y a les bonnes feuilles qui sont parues dans la presse. Voilà, qui disent qu'il y a ceci et cela. Donc je pense que si aujourd'hui nous avions le livre, nous aurions pu beaucoup plus avancer dans le détail sur peut-être donc quelques éléments. Ça c'est quant au fond. Voilà. Là on est encore sur la forme. Ce qui est sûr, c'est que donc il a ses motivations. Il a ses motivations. Un officier de la gendarmerie qui est à 4 mois de la retraite, a-t-il besoin de faire ces révélations? Premier point. Il peut jouir de sa liberté d'expression, ça c'est vrai. Il est libre de faire un livre. Mais je pense que, à mon avis, en tant qu'officier, il est tenu quand même à la réserve. Maintenant, bon, est-ce qu'il l'a fait pour se venger de quelqu'un? Les gens qu'il a cités, moi j'ai lu mon passage où il disait par exemple que, enfin, il y a quelqu'un qui le défend, le sous-officier là, ou l'officier, comment il s'appelle encore, qui parle de l'époque où le général Fall avait envoyé 2 hommes ou des hommes dans le fleuve pour traverser, ou je ne sais pas, lui il avait refusé d'y aller. Je crois que c'est le gendarme qui a démissionné. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la presse ce matin. Le gendarme a démissionné tout simplement parce que, eh bien, il sentait le coup fourré, d'après ce qu'il a dit. Mais ça n'engage que lui. Et il le dit parce qu'il veut défendre donc le colonel. En tout cas, aujourd'hui, si c'est pour venger, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, ses motivations, je pense qu'il faut attendre les jours à venir pour s'imprégner davantage vraiment de ses objectifs, etc. et de l'entendre. Voilà. Ou bien même, je peux dire, essayer de voir un peu dans le milieu de la gendarmerie, est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans la gendarmerie qui sont des cibles par rapport au colonel? Est-ce qu'il a des ennemis dans la gendarmerie? Est-ce que des gens qui sont là, qui en fait ont combattu? Non, pas du tout. Je ne pense pas que... Au Sénégal, on est quand même donc épris de liberté, au point que je ne pense pas que sa vie soit en danger. Mais ce qui peut se passer, c'est s'il est constaté demain qu'il y a sanction, qu'il y a infraction, qu'il y a un délit, infraction, eu égard à sa fonction d'officier de l'armée, eh bien là, il est bien évident qu'il pourrait y avoir des sanctions. Et il appartiendra maintenant aux hautes autorités de l'État de prononcer la sanction. Et il y aura un tribunal militaire. Il y a un tribunal militaire qui est là pour quand même juger de tous ces actes donc faits par les militaires, quel que soit donc le niveau de leur machin. Mais en tout cas, moi, je déplore
qu'on mette dans l'opinion publique justement ce type de révélation. Moi, sincèrement, je considère qu'un officier de l'armée doit se garder, à mon avis, de faire certaines révélations. Par contre, tout ce qui peut éclairer le peuple pour la bonne gouvernance dans l'armée, c'est une très bonne chose. Mais tout ce qui est secret défense, etc., à mon avis, ça relève vraiment de la défense et qui ne doit pas être porté à la connaissance du public. Oui. Maintenant, moi je suis citoyen, j'aimerais bien savoir quel est le mobile, pourquoi il l'a fait. Et ça, l'avenir nous édifiera dans ce domaine-là. Oui, monsieur le maire. Alors, maître, il a été beaucoup question de la crise casamançaise dans le livre donc, du colonel Aziz Ndao. Il parle même de collusion entre le général Fall et donc des rebelles du MFDC. Déjà, par rapport à ces accusations, qu'en pensez-vous? Mais je n'y pense absolument rien pour ces accusations. Moi, je crois que... Vous pensez que c'est des accusations légères? Non. Le colonel, il a fait des révélations. Oui. Il a fait des enquêtes pour voir si ces révélations sont vraies ou sont fausses. C'est à partir de ce moment qu'on va dire le colonel il a écrit par méchanceté, il voulait se venger de quelqu'un, ou bien on sait que le colonel, ses révélations sont vraies, et l'État en tire les conséquences et fait l'état des lieux. Mais est-ce qu'il était opportun de parler comme cela, comme il l'a fait de la crise casamançaise? Mais pourquoi? Mais vous savez, moi je suis un avocat, je suis un militant des droits de l'homme. Je crois à la liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Je crois à un autre principe qui est dans notre Constitution, qui est garanti par notre Constitution, c'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. On nous parle de secret, mais écoutez, mais nous sommes les Sénégalais, des citoyens. Nous avons le droit de savoir comment notre pays, que nous avons confié à des citoyens comme nous, est gouverné. Bien sûr. Est-ce qu'il y a la transparence dans la gestion des affaires publiques? Quelqu'un écrit au il ne doit pas dire ça parce que c'est grave. Mais il faut aller voir si ce qu'il a dit c'est grave, ce qu'il a dit c'est vrai ou c'est faux. Moi, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que les révélations qui ont été faites sont graves. Concernent des personnes qui sont actuellement en fonction, mais il faut que l'État nous édifie. Est-ce que ces révélations sont fausses? Est-ce que ces révélations sont vraies? L'État ne doit pas être frileux, parce que tous les faits qui ont été dénoncés ne se sont pas déroulés sous le régime du président Macky Sall. Donc c'est une occasion pour le président de faire l'état des lieux. La deuxième raison, c'est que le colonel n'a pas dénoncé la gendarmerie en tant que corps. Le colonel a eu au moins le courage de dénoncer des personnes qu'il a citées nommément. Donc, notamment le général Fall. Et les autres, et d'autres. Il y a d'autres colonels, d'autres officiers, d'autres sous-officiers. Mais sur la crise casamançaise. Attends, je termine. Oui. Donc c'est facile de trouver une enquête, d'ouvrir une enquête. Parce qu'on ne va pas chercher X. On ne va pas ouvrir quand même une enquête contre X. On va ouvrir une enquête sur des faits qui ont été suffisamment établis par le général et contre des personnes qui ont été déjà nommées par le colonel. Donc je ne vois pas pourquoi l'État du Sénégal est frileux pour ouvrir une enquête sur ces faits graves révélés par le colonel. C'est la même chose avec la Casamance. Moi, je connais un peu le dossier de la Casamance parce que quand j'ai été membre du Conseil de la République, le président Wade avait confié à un certain moment donné à Maître Baye-Jacques Diop la gestion du dossier de la Casamance. Et moi, j'avais eu le privilège d'être en tout cas un collaborateur très proche de Maître Baye-Jacques Diop. Moi, je crois que le problème de la Casamance, ce n'est pas un problème politique pour moi. Pour moi, c'est un problème économique, c'est un problème social. Je crois que l'État, ce qu'il doit faire, ce n'est pas de choisir un Michel Casamance, ce n'est pas d'injecter des milliards au niveau de la Casamance. Ces milliards, quand même, des fois même, sont détournés. C'est le problème que dénonce d'ailleurs le colonel. Ah, il en a parlé, il a parlé de 200 millions. Contre cet argent, voilà, 200 millions qu'on a cessé d'injecter au niveau de la Casamance. Je disais qu'il parle de 200 millions qu'on remettait par mois, qu'on remettait au général Fall, et qu'il paraît que cet argent n'est pas arrivé aux rebelles. Mais bien sûr, moi-même on me dit que des fois, les rebelles sont tellement habitués à recevoir de l'argent par mois
que si l'argent tarde à venir, il commence à faire des attaques contre les personnes et tout. C'est un signal pour dire que l'argent n'est pas encore venu. Là, on me l'a dit. Mais Abdou Elinkine Diatta, je ne vous coupe pas, mais Abdou Elinkine Diatta l'a confirmé. Il a dit qu'effectivement, il y a donc 50 milliards par an qui entraient dans le maquis, 3 millions de francs CFA et 12 tonnes de riz qui étaient distribués mensuellement au cantonnement rebelle. Je crois que si le président Macky Sall... Et Abdou Elinkine Diatta, c'est le président d'honneur du MFDC, précision. Je crois que si le président Macky Sall veut régler définitivement le problème de la Casamance, il faut qu'il commence par là-bas. Il faut qu'il commence à faire l'état des lieux. Il faut qu'il commence à voir si ces révélations sont vraies ou sont fausses et pour qu'il ne continue pas à faire de la même façon. Parce que cet argent-là, qui est destiné à des rebelles, qui est souvent détourné, peut servir à désenclaver la Casamance, peut servir à déminer la Casamance, peut servir à construire une voie de contournement de la Gambie pour aller en Casamance, peut servir à acquérir un autre bateau pour la Casamance. Je dis que le problème de la Casamance, pour moi, c'est un problème économique, c'est un problème social. Il faut désenclaver la Casamance, il faut reclasser les rebelles qui étaient dans le maquis. S'ils acceptent de sortir du maquis, il faut quand même les reclasser sur le plan social, les intégrer. Et je crois que le problème de la Casamance sera réglé comme ça. Maintenant, si on fait tout ça, et que certains préfèrent rester dans le maquis, on les combat. Moi, voilà mon principe. Parce que le Sénégal est un et indivisible. Il n'est pas acceptable que des Sénégalais se lèvent un beau matin pour dire qu'ils vont faire une guerre de sécession sans raison. Maintenant, il faut désaggraver la Casamance, il faut mettre beaucoup d'argent, et je crois que le président a compris, parce que les pôles, les régions, l'acte 3, qui a érigé les régions en tant que pôle de développement, il a commencé par la Casamance, en tant que pôle de développement, pour être un exemple. Je crois que c'est ça le chemin. Mais si l'on continue à injecter de l'argent, à donner de l'argent à un général ou bien à un colonel pour aller corrompre, je ne sais pas quoi, des milliards et des milliards qui peuvent servir quand même à investir utilement en Casamance, mais il faut dénoncer ces faits et les sanctionner. Oui, merci. Mon colonel, que pensez-vous de cette manne financière qui est déversée donc, dans le maquis? Oui, mais avant d'en arriver là, moi j'ai mal. J'ai mal dans la mesure où toutes ces divulgations-là pouvaient ne pas avoir lieu. Parce que c'est donné à l'appât, vraiment à tout le monde, à tous nos adversaires. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion de régler définitivement ces questions? On ne règle pas des problèmes avec ce type de solutions-là. Nous sommes dans un État organisé, il y a d'autres voies, dans une méthodologie pour y arriver. Ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit un livre qu'il faut aller lire le livre et à partir de ce moment-là, essayer de trouver des solutions à un conflit qui dure plus de 30 ans. Non, mais au moins, il a dénoncé des gens qui sont supposés vivre de ce conflit et au moins essayer donc d'enlever ces... Vous avez utilisé le mot dénoncer. Voilà. Donc, un État ne fonctionne pas sous des dénonciations. Non, je ne suis pas d'accord. Il faudrait être logique avec nous-mêmes. Qu'on soit dans un État organisé, qu'on donne le temps et les moyens à l'État d'organiser les solutions pour ce conflit-là. Mais ce n'est pas à partir d'une dénonciation par quelqu'un qui a écrit qu'on va se référer pour trouver des solutions. Vous ne pensez pas que la dénonciation pourrait faire arrêter certaines pratiques? Ah non, moi je trouve comme le détournement de l'argent qui a été donc qui est soi-disant destiné aux rebelles et qui a été détourné. Si détournement, il y a lieu. Ça reste à vérifier, oui. Ah oui, moi je doute de tout de tout le contenu. Pour moi, je ne travaille pas en sous-marin. Non. Pour moi, je ne peux pas discuter du fond, d'abord d'un livre que je n'ai pas lu, des choses qui me sont inconnues, mais dans la forme, je suis absolument contre les voies et moyens utilisés par ce collègue-là pour... Mais là, on parle de la crise casamançaise. Pour la crise casamançaise ou d'autres crises ou d'autres conflits, pour moi, ça m'est égal. Vous trouvez normal que l'État, par exemple, donne de l'argent à entretien donc financièrement ces rebelles? Vous savez, ça c'est un autre débat de fond. Comment l'État doit faire pour arriver à un but, il y a plusieurs manières de le faire. Ça c'est un autre débat. Je pense que ce n'est pas un débat d'ici, de dire que l'État doit le faire ou ne doit pas le faire. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours dit que je ne négocie pas avec des rebelles. Ça, tout le monde le sait.
dans mon comportement et dans ma manière d'expliquer les choses. Maintenant que l'État utilise ses moyens stratégiques pour parvenir à un dessein, ça c'est un autre débat qui, ce n'est pas le lieu ni le moment. Oui, monsieur le maire, donc cet argent, cette manne financière qui est déversée dans le maquis, et aussi, donc, il paraît, selon toujours le colonel donc, Aziz Ndao, que le fait que l'État du Sénégal injectait de l'argent dans le maquis, c'était contenu dans les différents accords qui ont été signés entre l'État du Sénégal et la rébellion casamançaise. Justement, vous êtes de Foundiougne. Il y a eu Foundiougne 1, bon, on a attendu Foundiougne 2, on n'a pas eu Foundiougne 2. Mais si on nous dit aujourd'hui que ces accords ont servi à légitimer ou à légaliser donc, le fait que l'État du Sénégal puisse injecter de l'argent dans le maquis, ça peut quand même déranger un peu. Oui, vous savez, la crise casamançaise, elle est complexe. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, je considère que, donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle les secrets d'État. L'État sait, l'État connaît les problèmes liés à la crise casamançaise. Et c'est pour ça que l'État essaie de trouver des solutions pour arriver donc, à résoudre ce problème de crise. Comme vous l'avez dit, il y a eu l'acte 1, il y a Foundiougne 1. Foundiougne 1, où il y avait Abbé Diamacoune et Bertrand qui viennent de partir. Bien sûr. Où en fait, les autorités avaient essayé de regrouper deux ethnies, Sérère et Diola. C'était l'esprit. Sur la base du cousinage à plaisanterie. Au cousinage. Et donc, on a voulu, donc, avec, à l'époque, le gouverneur Benoît Sambou, qui est Diola, et qui a aussi ses affinités Sérère. Donc, il a été organisé, ce Foundiougne 1, pour trouver les voies et moyens pour parvenir à un accord qui permettrait de manière progressive de retrouver la paix au niveau de la Casamance. Et il était prévu même Foundiougne 2. Ça ne s'est pas réalisé jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu des facteurs de blocage. Il y a peut-être des gens à qui ça n'arrange pas, etc. Maintenant, aujourd'hui, je considère que moi, ce n'est pas avec l'argent qu'on va régler la crise casamançaise. C'est par le dialogue. C'est par l'implication des Casamançais. Aujourd'hui, le président de la République a donc fait voter l'acte 3 de la décentralisation. Et cet acte va aboutir à la création de pôles régionaux. Quand vous prenez le pôle de Casamance, c'est un pôle où les populations partagent la même culture, donc la même civilisation, les mêmes richesses, la même zone géographique. Donc, aujourd'hui, la Casamance peut en partie porter le développement du Sénégal, à condition qu'il y ait la paix. On ne peut pas réaliser un développement économique d'un État ou d'une zone dans la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, à mon avis, les Casamançais eux-mêmes doivent accepter la main tendue par le chef de l'État. C'est-à-dire la création de pôles régionaux de Casamance, voire créer un comité de réflexion sur le développement de la Casamance, la création de richesses. C'est ça. Développement, accroissement de la production, création de richesses, accroissement de revenus, satisfaction de la demande sociale. C'est ça l'objet d'un développement économique. Et c'est ça les Casamançais doivent en être conscients. Maintenant, pour en ce qui concerne la manne d'argent qui est distribuée, tout à l'heure on a parlé de l'argent n'est pas arrivé à destination. Je pense qu'il y a des moyens justement de vérification. Comme vous dites, il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux de la situation casamançaise actuellement. La situation casamançaise dans tous les domaines. Dans le domaine de la démographie, il faut faire une étude. Dans le domaine écologique, il faut faire une étude. Dans le domaine agricole, il faut faire une étude. C'est-à-dire l'étude doit être faite de manière globale. Pour qu'après maintenant, on pourrait même appeler les États généraux la Casamance. À partir de ce moment-là, cette étude aboutirait justement à des conclusions et des recommandations. Et issu de ces recommandations, l'État pourrait prendre une décision allant dans le sens de développer la Casamance. Parce que, comme l'a dit Maître, je suis d'accord avec lui, la Casamance n'est pas un État dans un État. Nous sommes un pays souverain. La Casamance est une région dans le Sénégal, au même titre que la région de Fatick et la région de Kaolack. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller dans ce sens-là, pas de favoriser la division. Aujourd'hui, il y a des gens qui effectivement vivent avec cette affaire-là.
du fait de la crise de Casamance, vivent de la crise de Casamance pour donc régler leurs problèmes. Ça doit arrêter. Moi, si j'étais à faire ça, si j'avais un conseil à donner, c'est de faire l'état général, les états généraux de la Casamance. Allant dans le sens d'impliquer d'abord les Casamancés, hein, d'impliquer l'État dans la recherche des moyens qui vont permettre d'arriver de manière progressive vers la paix. L'intégration justement de toutes les couches sociales, hein, de toutes les catégories sociales pour permettre d'arriver à cette paix et à la construction progressive de la Casamance. Là où il y a des mines, vous ne pouvez pas faire de la culture parce que les gens peuvent sauter du jour à l'autre. Donc c'est un ensemble qu'il faut régler. Maintenant, moi je dis, si un audit est fait, parce que quand on vous donne des milliards pour une destination, il y a la possibilité de faire l'audit des moyens qui ont été mis à la disposition générale, comme l'a dit. Si on donne à 200 millions à un général pour distribuer à une collectivité, il y a ce qu'on appelle les états de distribution des fonds qui ont été donnés. Même si, de manière informelle, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler. Mais ce qui est sûr, je pense qu'il y a des moyens, moi je suis expert comptable, il y a des moyens pour vérifier justement l'affectation réelle des fonds qui ont été remis. Maintenant, à quelle fin ces gens? Si vous donnez de l'argent pour entretenir une rébellion, pour entretenir les rebelles, pour continuer à créer les conditions, justement, les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire entretenir la crise casamançaise, mais on n'en sortira jamais. On ne sortira jamais de la crise dans ce domaine-là. Pour vous, la solution, ce n'est pas de donner de l'argent aux rebelles. Ce n'est pas l'argent. La solution, et puis ensuite, il y a d'autres éléments que vous ne connaissez pas. Oui. Aujourd'hui, les rebelles sont financés par qui? Ça, il faut se poser la question. L'État des lieux va en partie par l'État du Sénégal. Ah ben je demande, je me pose la question. Si aujourd'hui l'État du Sénégal arrête de financer les rebelles, est-ce qu'il y aura d'autres modes de financement des rebelles? Par des cotisations ou bien par d'autres bailleurs de fonds? Ah, mais je ne sais pas. Oui. Et pour maintenant, par rapport à ces sources externes, vous savez, les transferts de fonds, il y a plusieurs solutions. Transfert de fonds par la voie bancaire, les voies financières. Donc la Banque centrale contrôle doucement la circulation de la monnaie. Il y a le transfert par quel autre moyen? Par des avions privés. Ah oui, je suis président de la République, j'ai un avion privé, eh bien, j'atterris à un aéroport où je ne suis pas contrôlé, j'amène des mains d'argent et j'en fais ce que je veux. Ça aussi, c'est pour ça que je dis, il faut diagnostiquer le système. Quel est le mode de financement du MFDC? Quel est le mode de financement des rebelles? À partir de ce mois-là, eh bien, voir comment arriver à une solution qui permettrait quand même de satisfaire les besoins de ces rebelles. Parce que c'est des citoyens, quoi qu'on dise. Il faut quand même satisfaire leurs besoins. Comment? En matière d'audit, on formule une opinion. Mais on ne qualifie pas justement le délit ou etc. Il appartient au tribunal de dire il y a délit ou il n'y a pas délit. Oui, et de sanctionner. Mais ce qui suit moi, encore ce que je dis, il y a des secrets d'État qui, à mon avis, ne doivent en aucune manière être révélés. Et en ce moment-là, il n'y a aucun problème. Oui. Monsieur le maire, vous avez parlé tout à l'heure des sources de financement de la rébellion. Pour ce que l'on en sait, l'État du Sénégal, c'est clair maintenant, remettait de l'argent donc aux rebelles. Le prétexte brandi, c'était qu'il fallait maintenir les rebelles dans leur base, pour éviter les braquages. Pour éviter les braquages, donc il fallait leur donner de l'argent pour quand même éviter qu'ils s'attaquent aux populations. Pensez-vous que cet argument est pertinent? Mais à quelle fin? L'armée sert à quoi? L'armée est là pour assurer la sécurité des citoyens. Est-ce que vous comprenez? Donc moi je considère qu'on n'a pas besoin d'entretenir une rébellion. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une frange de la population casamançaise qui aujourd'hui utilise cette crise pour sévir et s'enrichir. Ça doit être minoritaire. Mais évidemment, je considère qu'aujourd'hui, l'armée est là pour assurer la sécurité. Mais l'armée a des réserves. Aujourd'hui, l'armée est majoritaire par rapport à cette rébellion. Si aujourd'hui, vous donnez l'ordre à l'armée, mais c'est une catastrophe. Et on serait là à observer des génocides ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez? Des destructions massives. Donc de la Casamance, ce n'est pas souhaité. Les Casamancés sont des citoyens comme tout le monde.
Il faut, à mon avis, créer les conditions d'un dialogue social. Un dialogue, d'abord, à commencer par les Casamancés eux-mêmes. Ils doivent être sensibilisés sur la nécessité de développer la Casamance. La nécessité de permettre aux Casamancés de vivre décemment. Ça veut dire une Casamance verte, une Casamance productive, une Casamance où on crée richesse, une Casamance où il y a des revenus, une Casamance où les Casamancés peuvent se retrouver. Et à partir du moment-là, l'État, avec le pôle régional de développement, pourra accompagner les Casamancés. Et les Casamancés pourraient constituer un pôle important dans le dispositif de développement du Sénégal. Bien sûr, vous l'avez dit, monsieur le maire. Maître, juste par rapport au prétexte brandi souvent pour dire qu'il faut maintenir les rebelles dans leur cantonnement, donc c'est la raison pour laquelle il faut leur donner de l'argent pour leur permettre de survivre. C'est dérisoire. Comment un militaire, son rôle c'est d'assurer la sécurité du territoire, des personnes et des biens, vient demander de l'argent pour dire je vais donner ça aux rebelles pour que les rebelles n'attaquent pas les populations que je suis chargé moi de défendre. C'est insensé et même c'est honteux, c'est de la haute trahison ça. Moi je crois que, monsieur le maire, la Casamance c'est pas le problème des Casamance et de la Casamance. C'est un problème national, c'est un problème de tout le Sénégal. Il faut un débat national sur la Casamance. Il faut faire l'état des lieux. Franchement, moi, mon sentiment, c'est qu'il n'existe pratiquement plus de rebelles en Casamance. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas un seul Casamancé aujourd'hui qui dise que je ne suis pas sénégalais, je vais dans le maquis pour lutter pour que la Casamance soit indépendante. Il n'y en a pas. Il n'y a que des affairistes. Il n'y a que des affairistes aujourd'hui qui vivent de la crise casamançaise artificielle. Il faut mettre un terme à cela. Et ça, je crois que c'est un débat national qu'il faut poser. Il faut faire de telle sorte que renforcer les liens économiques, sociaux, culturels et politiques qui existent entre la Casamance et le Sénégal. Désenclaver la Casamance et puis situer les responsabilités. Parce qu'on nous a trop trompés avec le problème de la Casamance. On a mis beaucoup d'argent. Mais cet argent n'est pas allé en Casamance, n'est pas allé dans la poche des Casamancés, n'est même pas allé dans les poches des rebelles. On a détourné cet argent-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, des révélations, telles que ces révélations faites sur la Casamance, moi je prends. C'est une très bonne révélation. C'est un prétexte pour l'État du Sénégal de faire un état des lieux de la Casamance. Et dire définitivement la vérité aux Sénégalais sur cette question de la crise casamançaise. Parce qu'en fin de compte, le seul objectif c'est ça. C'est que les Sénégalais sachent ce qui se passe et que les Sénégalais règlent eux-mêmes le problème. Parce que c'est un problème du Sénégal, c'est un problème des Sénégalais, et ce sont les Sénégalais qui pourront régler cela dans l'intérêt du Sénégal. Oui, mais maître, comme la solution de l'argent n'a pas prospéré jusqu'ici, est-ce que vous pensez que la solution militaire est une voie à explorer? Non, j'ai dit dès le début que moi, mon sentiment, c'est que le problème de la Casamance n'est pas un problème politique, n'est pas un problème militaire. C'est un problème économique, social. Donc je crois qu'il faut axer les démarches sur le plan économique, sur le plan social. Pour l'argent qu'on a injecté là-bas, avec des intermédiaires qui ont sûrement détourné cet argent, pouvait servir à désenclaver la Casamance, pouvait servir à diminuer la Casamance, pouvait servir à acquérir des bateaux pour la Casamance, pouvait servir même à affréter des avions pour la Casamance. Je dis qu'il faut renforcer les liens économiques, sociaux, culturels et politiques entre la Casamance et le reste du Sénégal. La Casamance, l'origine de ce problème, c'est que les Casamancés avaient le sentiment de ne pas appartenir au Sénégal parce que la Casamance était enclavée. Il y avait des problèmes économiques qui sont à l'origine de la rébellion casamançaise. Mais il faut soigner le mal à sa racine. Donc le problème à l'origine était économique. Il faut une solution économique, il faut une solution sociale. Moi, c'est mon sentiment. Oui, maître. Mon colonel, c'est quoi la solution? Est-ce que la solution militaire peut être toujours de mise? À mon avis, il faut une thérapie pour chaque pathologie. Une situation militaire, une situation de rébellion se règle par une solution militaire. Vous êtes pour la solution militaire? Voilà, une situation militaire se règle par une solution composée de plusieurs phases, cela dépend des hypothèses qu'on a mises en œuvre. Et en ce moment-là, les solutions envisageables seront en rapport avec ces hypothèses-là. Présentement, d'après ma compréhension des faits, c'est une situation de rébellion, une situation armée, des gens qui ont du matériel militaire et qui tirent sur des civils. La solution, c'est que ces
nous, les militaires qui sont chargés de la sécurité des civils, ripostent et règlent le problème. Au départ, au début, il y a certains officiers qui avaient cette idée. Laissez-nous le temps de régler ce problème de la Casamance par les voies militaires. Mais les civils s'y est opposé pour dire non, bon, je ne sais pas, je ne peux pas être là pour savoir quelles étaient les raisons qui nous ont empêché que ces militaires-là fassent le travail rapidement. Parce que je pense que pour ce problème de la Casamance, avec une armée aussi organisée que l'armée sénégalaise, ça ne devait pas durer autant de temps. Les blocages, ce qu'il y a en dessous, ça vraiment, ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler. Oui, on reste avec vous, mon colonel, pour quand même parler de l'attitude de l'État. Selon vous, quelle doit être l'attitude de l'État après donc, la publication ou la sortie de ce livre du colonel Aziz Ndao? On a vu déjà donc, le ministre des Forces armées, je cite d'ailleurs, qui parle d'une violation de la réglementation donc, en publiant ce livre sans l'autorisation de la hiérarchie, etc. Il semble apparemment plus le rappel donc, à Dakar du colonel Aziz Ndao qui était donc en poste au niveau de Rome, ça semble la sanction, on semble s'acheminer vers la sanction contre le colonel. Je précise mes idées, hein, parce que là, je suis là en tant que citoyen, un homme politique, pas un militaire qui parle. Ces précisions étant faites, je pense que il y a dans le règlement de gestion disciplinaire des armées des voies et moyens pour régler toute situation. Dans le cas d'espèce, il y a des conseils de discipline qui doivent se réunir pour statuer sur le cas. Le colonel incriminé aura ses avocats militaires, des collègues qu'il va choisir librement et qui discuteront sur le bien fondé de la sanction à faire. Mais est-ce qu'on ne craint pas le remake un peu de ce qui s'est passé avec la drogue, avec le commissaire Keïta? Il a fait des dénonciations, on a vu qu'il a été sanctionné et on a rangé le dossier dans les placards. Ah non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. On n'a pas rangé le dossier dans les placards. Ou du moins, les gens qui ont été cités... Voilà, les gens cités ont été... Non, 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 les gens cités ont été en conseil de discipline, des enquêtes ont été faites. Sur le plan judiciaire, ils ont été blanchis, blanchis, ce qui veut dire qu'il faut éviter des révélations. D'accord. Parce qu'on ne peut pas savoir si ces révélations-là sont exactes ou fausses et qui portent atteinte aux droits de l'homme, de la personne incriminée. Alors donc, je fais comprendre à Maître que le droit de l'homme doit être vice et versa. Parce que celui qui fait des révélations sur un autre qui est sanctionné négativement et que quand on voit qu'il n'a rien fait, il est blanchi, on ne peut pas le ramener. Enfin, on ne peut pas lui rembourser ce qu'il a perdu. Son honneur et tout, enfin, sur le plan matériel, financier, honorifique, tout ça, il l'a perdu et on dira, bon, on le met sur perte et profit. Alors là, ça pose un problème. Oui. Monsieur le maire, on semble s'acheminer vers une sanction contre le colonel et apparemment, l'État semble vouloir protéger les accusés. Bon, d'abord, moi, je voudrais revenir sur le désenclavement de la Casamance. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste juste quelques minutes pour... Voilà. Il y a deux bateaux qui vont venir bientôt, qui sont déjà baptisés Agen et Djambot par le chef de l'État, en tenant compte du cousinage qui existe entre Diola et Sérère. Et ça va permettre justement, par voie maritime, de désenclaver un peu la Casamance. Et ces bateaux de 200 personnes et 13 camions, c'est des bateaux importants. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'État prendra ses responsabilités. Le chef de l'État prendra ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des révélations qui sont faites, d'accord, par une haute autorité militaire, d'accord. L'État en prend acte, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une procédure qui va être enclenchée, procédure d'enquête, parce qu'il faut vérifier les révélations qui sont faites, auditionner les uns et les autres pour rechercher la vérité. Pour un procès équitable. Mais évidemment, il faut rechercher la vérité. Maintenant, quand le tribunal, si le tribunal militaire est actionné, il est bien évident que l'auteur des révélations sera entendu. Les juges, maîtres et avocats, les juges vont prendre en charge le dossier. Et ils vont mener les enquêtes nécessaires. On l'espère. Oui, je l'espère, voilà. Et ensuite, je pense que
il n'appartient pas à l'État de dire je sanctionne. Non. Il appartient à un corps. C'est l'armée. Le ministre des Forces armées a brandi des menaces. On dirait déjà que Aléa Diakta est. Non, c'est-à-dire que la sanction dont le ministre veut parler, ce n'est pas une sanction que le ministre personnel va prendre. C'est l'armée. Il est encore en fonction. Il y a un tribunal militaire qui est habilité à faire appliquer... Il y a aussi la justice. Oui, justement. Mais attention, même s'il y a la justice, il y a d'abord le tribunal militaire. Parce qu'il est d'abord en fonction. Maintenant, s'il y a des délits qui sont commis en ce moment, ça peut relever maintenant de l'action civile, l'action judiciaire. Et en ce moment-là, je pense que les autorités pourront porter plainte, par exemple, s'il est constaté qu'il y a des délits de malversation, de détournement de deniers publics, etc. Donc moi je pense qu'en termes de sanctions, c'est trop prématuré de parler de sanctions. Ce qui est important, c'est que l'auteur a été rappelé au Sénégal. C'est une forme de sanction. Mais rappelé pour l'entendre, pour l'écouter. D'accord. Deuxièmement... Alors que le général Fall n'est pas encore rappelé. Le général Fall n'est pas rappelé. C'est trop tôt. D'accord. Il faut attendre d'abord l'auteur, la révélation. D'accord. Il y a le colonel qui voulait ajouter un mot avant que je passe à Medsey. On est à la fin de l'émission. Je ne voulais pas qu'on mélange les choses. Parce que le tribunal militaire statue sur le droit commun. Ça, c'est au tribunal là-bas. C'est ça. Mais le colonel, pour le moment, il n'y a pas de partie civile. Il a fait une faute militaire qui se règle par des sanctions militaires à l'intérieur du cantonnement. C'est ça. Voilà. C'est ça que je veux dire. Hein? Voilà, ça c'est un conseil de discipline. Voilà. Ce n'est pas un tribunal militaire. Le tribunal militaire, c'est chez les médecins et autres là. Où il y a des nous plaidons au tribunal militaire. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça pour le droit commun. Mettre sur l'attitude de l'État, sur les sanctions qu'on brandit déjà contre le colonel. Oui, c'est-à-dire, mon sentiment, c'est que vraiment, moi je ne me mêle pas de cette situation. C'est l'histoire du Sénégal qui est en train de se dérouler. C'est dénonciation. La dénonciation est un acte juridique. Vous savez qu'en droit, pour qu'il y ait une ouverture d'une enquête judiciaire, pour que le procureur de la République soit saisi, le procureur est saisi sur la base de dénonciation, de rumeurs publiques. La rumeur publique peut saisir le procureur de la République qui ouvre une information judiciaire. On a même porté plainte sur la base de coupures de journaux ici au Sénégal. Bon, donc je crois que la justice peut parfaitement être saisie sur la base d'un livre qui a fait des révélations. Ça, c'est un point. La deuxième chose, s'il ne veut plus qu'il n'y ait plus de révélations, il faut qu'il n'y ait plus de faits à révéler. Bien sûr. Si tout se passe dans la transparence, mais personne ne va se lever un bon matin pour écrire un livre pour dire je vais faire des révélations. Et c'est pourquoi je dis que c'est l'histoire qui est en train d'être faite. On va vers l'assainissement de nos institutions, de la gouvernance, de la bonne gouvernance avec ces faits-là. Donc il faut passer, il faut aller jusqu'au bout. C'est pourquoi moi j'ai dit, on parle du général, du colonel. Mais le colonel, il s'est préparé. La procédure disciplinaire qui est déclenchée, l'opinion n'attend pas cette procédure disciplinaire parce que le colonel lui-même, en écrivant son livre, il a dit, je m'attends à des sanctions, sanctionnez-moi. Mais ce n'est pas mon objectif. Vous me sanctionnez parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes pour que je fasse fi de ma réserve pour dénoncer ces faits-là. Donc pour moi, ce qui est important, c'est les faits qui ont été révélés. C'est de faire la lumière je veux savoir, sur les faits qui ont été révélés. Voilà, la lumière soit faite sur ces faits. Parce que c'est dans l'intérêt de l'État. D'aller voir si ces faits révélés là sont vrais ou sont faux. Si c'est faux, c'est heureux. Il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas un colonel qui a autant d'expérience. Qui parle en connaissance de cause. Qui parle en connaissance de cause. Qui sait ce qui l'attend s'il écrit ça. Qui décide volontairement, lucidement, de révéler ces faits et de nommer les acteurs de ces faits. C'est ça. Et avant cela, il a posé des actes. Il a saisi les autorités. Il voulait dire, des correspondances. Il voulait dire, a priori, que le colonel, il a écrit pour se venger, c'est un règlement de compte, extra. Je ne suis pas d'accord. Il faut prendre ces révélations au sérieux. Parce que ça va au-dessus de la sécurité de l'État. Parler de secret défense, d'accord. Mais si c'est un secret défense, si c'est une corruption qui est à la base du secret défense, si c'est une mafia qui est à la base du secret défense, mais il n'y a pas de secret défense. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des faits qui ont été révélés. Au prix de sa vie.
Le colonel a dit tout à l'heure qu'il s'est suicidé. Comment un père de famille, un gradé, un colonel de sa trame peut se suicider pour du mensonge? À 4 mois de sa retraite. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire jusqu'à preuve du contraire. Il y a des raisons. Il faut que l'État ouvre une enquête sur les faits qui ont été qualifiés par lui-même de délit, de détournement de deniers publics, de corruption et même de meurtre. Mais c'est grave. Alors, on veut faire l'impasse en disant on a initié une procédure disciplinaire, il va sanctionner. Le colonel il va être sanctionné. Pourquoi? Si je comprends bien, cela ne doit pas s'arrêter à la sanction disciplinaire. Il l'a fait volontairement, sanctionné. Il est prêt à recevoir cette sanction. Non, je suis... Mais le colonel, il le reçoit, il est d'accord. Il est d'accord pour être sanctionné disciplinairement. Mais ça ne doit pas s'arrêter à la sanction disciplinaire. Ça, c'est un autre volet. Il faut aller au bout. C'est la révélation. Parce que l'objectif... Pourquoi aujourd'hui il est prêt à recevoir cette sanction? Ce sont ces révélations. Donc il faut que l'État fasse tout pour nous faire la lumière sur ces révélations. Merci. Donc c'est la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, donc vous suiviez votre émission donc Enjeu pour ce second numéro. Recevez sur ce plateau Maître Ousmane Sey, qui est avocat, président du Front républicain et coordonnateur de la coalition pour l'émergence. Nous recevions également le colonel Malick Cissé, qui est le président du parti Sous-Nous PDS. Il y avait aussi Babacar Diamé de l'APR, qui est député et maire de Foundiougne. Foundiougne qui a connu des accords Foundiougne 1 pour la paix en Casamance. Il n'y a pas eu de Foundiougne 2, malheureusement. Et président également de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Notre sujet de ce jour portait essentiellement sur le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao, qui est intitulé Pour l'honneur de la gendarmerie, un ouvrage de 251 pages en 2 tomes. Et justement, on a beaucoup insisté sur la crise casamançaise qui occupe une bonne partie donc dans ce livre, dans cet ouvrage du colonel Abdoulaye Aziz Ndao. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Enjeu. Restez fidèles au programme de Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir.